Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour cette nouvelle émission, cette nouvelle causerie qui sera dédiée à la rencontre de ce week-end à Toulouse pour le compte de la 27e journée. Et pour m'accompagner, je serai avec Boris. Salut Boris. Bonjour, bonsoir, Rome. Donc une causerie habituelle, on va d'abord revenir sur les notes que vous avez données lors de la dernière rencontre. Ensuite, on fera un petit point sur le contexte, sur la forme actuelle de l'équipe de Monaco, sur également les compos qu'on aimerait bien voir, ainsi que le point infirmerie. Et l'émission sera conclue par l'interview qui a été réalisée par Damien, du journaliste à RMC Sport Wilfried Templier, parlera un peu plus en détail de la forme actuelle des Toulousains et de leur saison. Donc, comme je le disais, Boris, on parlait des notes et les notes qui ont été en grande surprise très bonnes face à Angers. Vous avez élu Camille Glick, homme du match avec la bonne Face à moyenne de 7. Dijon. Face à Dijon, oui, oui, c'est une erreur dans mon tableau. Face à Dijon, donc, cette victoire 4-0, et c'est donc Glick qui a été élu homme du match avec 7,22 et suivi sur le podium par Djibril Sidibé avec la moyenne de 7 et c'est Fabinho qui complète ce podium avec 6,44. Pas de grande surprise. Toi, Boris? Non, c'est marrant de voir que c'est plutôt des joueurs défensifs qui sont sur le podium dans une victoire 4-0. Alors deux d'entre eux ont marqué, donc ça peut aussi expliquer. Et puis l'autre a fait une passe décisive, donc c'est bien de voir que ces joueurs-là s'impliquent aussi pour apporter des buts. Tout à fait. Et le flop, on avait été tous à peu près d'accord pendant le débrief, c'est Diakabi qui, après des bonnes prestations en 2018, s'était un petit peu raté. Il avait donc décerné la note de 4,26 et avec Moutinho sont les deux seules moyennes, ou la moyenne justement. La note moyenne étant de 5,90, donc c'est quand même un demi-point de moins que face à Angers, donc score équivalent, mais c'est vrai quand même que la prestation avait été Ouais, match un peu globalement moins, moins, ouais voilà, un peu moins maîtrisé. avait été moins maîtrisée. Cette moyenne est également inférieure à celle de Lyon, mais bon, c'est vrai que l'adversaire était tout autre et le scénario Ouais, également. les gens notent là avec le cœur. Oui, bah oui, non, mais c'est sûr que une victoire 3-2 face à Lyon avec ce scénario-là, c'est toujours un peu mieux noté, un peu mieux noté. Tout de suite, donc Boris, ouais, on va se plonger dans le contexte. Donc une équipe de Monaco qui justement en championnat est en grande forme et on se rappelle surtout ce match face à Lyon qui on espérait serait un match déclic. Au final, on est peut-être bien en train d'assister à ça. Ouais, bah on avait dit à l'époque, il faudrait sûrement regarder d'ici quelques mois, quelques semaines pour voir si c'était effectivement un déclic. Je pense qu'aussi que ça se goupillait bien avec un calendrier qui s'allège et qui se facilite. Voilà, il y a quasiment plus qu'un match par semaine maintenant jusqu'à la fin de saison. En ce moment, il y a des adversaires vraiment à notre portée après un mois de janvier qui était assez compliqué. Donc voilà, en ce moment tout roule. Tout s'est bien enclenché depuis ce match contre Lyon, donc on espère que ça va continuer, hein. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il faut quand même retenir qu'on n'a pas été battu en Ligue 1 quand même depuis ce match à Nantes et cette défaite dans les derniers instants. Au bout du Euh, bout du bout du bout. Au bout du bout du bout du bout, exactement, et qui venait conclure à l'époque, on s'en rappelle, une période très compliquée parce que on avait perdu à Leipzig, enfin à domicile, pardon, face à Leipzig 4-1. Derrière, on avait enchaîné à domicile une nouvelle défaite contre le PSG, et derrière encore ce match face à Nantes. C'était la période la plus compliquée depuis quand même, hormis cette défaite contre Porto et également cette défaite un peu dommage en Coupe de France face à Lyon. Monaco n'a que du positif, n'a quasiment que des victoires et quelques matchs nuls. Donc oui, clairement la dynamique est très bonne. L'équipe reste également là sur deux victoires très faciles et très larges, même si comme on l'a dit face à Dijon, tout n'a pas été parfait, mais 4-0 c'est quand même forcément que Je du pense, positif.
Oui, t'avais quelque Ouais, chose à... ouais, bah c'est voilà, comme je disais, le mois de janvier était un peu moyen. Il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi en janvier. Mais là, on est parti sur des bases. C'est toi qui le relevais, je crois. Il y avait eu 8 matchs en janvier, là on en a que 4 en février, donc ça devient aussi forcément plus Oui. facile quand on voit Lyon, l'OM en face qui sont en train de jouer là ce soir, notamment en Coupe d'Europe, qui rejoueront ce week-end. C'est pas, voilà, on est un peu mieux lotis ce mois-ci. Il faut vraiment en profiter pour faire l'écart. Ouais, tout à fait, bah, qui rejoueront ce week-end, et puis tout le monde Des le sait, matchs compliqués en plus. Ouais. deux matchs qui sont, pour les deux équipes, en tout cas en début de saison, à chaque fois, c'est les deux matchs les plus importants en termes d'affiches pour eux, parce que Lyon, évidemment, c'est le derby face à Saint-Etienne, et le classique de notre championnat, Paris-Marseille. Donc oui, c'est sûr que ce week-end, en tout cas sur le papier, il y a moyen, en tout Mm. cas, au moins de prendre des points à Marseille. On peut espérer quand même que Paris va vouloir remporter ce match pour se mettre dans les meilleures dispositions avant leur retour de Ligue des Champions. Mm. Donc voilà, On à nous joue de avant en faire, plus, donc on joue avant, donc à nous de faire le boulot et de mettre complètement la pression sur eux. Bon, Lyon-Saint-Etienne, un peu moins à espérer que Lyon perde des points, surtout au vu des dernières rencontres encore que. entre les deux équipes. Quand même, dernièrement, le momentum est plutôt du côté lyonnais maintenant. Les Stéphanois peuvent se sublimer sur une rencontre, surtout qu'ils sont quand même un peu mieux là depuis. Il y a quand même le maestro Jean-Louis Gasset aux commandes maintenant, Voilà, c'est ça. Forcément, ça fait la diff, quoi. Et l'ancien puis entraîneur du PSG quand même. M Villa, qui la Ouais, bon, pépite. ouais. Qui est pas encore devant la défense du Barça, mais ça va pas tarder. C'est ça. Ouais, il y arrivera peut-être un jour. En tout cas, pour ce qui est de l'historique face à Toulouse, on en parlait justement un petit peu avant cette émission, Boris. On se rappelle de l'année dernière, et c'est vrai que s'est assez vite rendu compte que l'année dernière, bah, c'est certainement l'équipe la plus faible qui avait réussi à nous battre, toute compétition confondue. Ouais, bah de toute façon, on a compté, les défaites c'était quoi? C'était entre 5, 6, 7, quelque chose comme ça, toute compétition confondue, ça devait être à peu près 7. Oui, Euh, oui, oui. et c'était plutôt contre des bonnes équipes. En Ligue 1, il y avait que Lyon, Nice et Toulouse qui nous avaient battus. Donc oui, rétrospectivement, c'est celle qui peut apparaître la plus surprenante et la plus comment dire illogique dans cette saison. Mais voilà, c'était un match où on était vraiment passé à travers. Et puis ça s'est révélé finalement assez anecdotique au final dans la saison. Oui, ça s'est révélé anecdotique, mais oui, de mémoire, c'était vers le mois de septembre, et c'est vrai qu'en plus c'est un Mm. match qu'on avait plutôt bien commencé, puisqu'on avait ouvert le score quasi d'entrée de jeu sur un coup franc et une belle tête de Germain, mais derrière, ouais, on avait été complètement soporifique, et Et en Toulouse plus avait fini par nous faire exploser 3-1 quand même, hein. c'était peu après Nice si je me souviens bien. C'était 2 journées après, je pense. C'était le déplacement qui suivait Nice, quoi. Et du coup, bah, on a perdu que 3 fois, mais on avait perdu 2 fois la rapprochée. On n'imaginait pas forcément faire cette saison à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et par contre, on se rappelle que le match retour avait été entre guillemets le scénario inverse, puisque c'est Toulouse qui avait ouvert le score, on s'en rappelle, en tout début de deuxième mi-temps, après un cafouillage, de Jemerson de mémoire, qui avait raté Mm. son dégagement, mais derrière Monaco avait tout de suite remis les choses dans l'ordre par Glick, et ensuite c'était Mbappé puis Lemar qui avaient donné la victoire à Monaco. Et on va maintenant revenir sur l'infirmerie. Boris, c'est donc une infirmerie qui maintenant est essentiellement occupée par Falcao. Ouais, bah Falcao, ça, on savait de toute façon que quasiment tout février, on n'allait pas trop pouvoir compter sur lui. Donc ça se confirme. De toute façon, on n'a plus besoin de lui maintenant. On gagne 4-0 sans lui, donc c'est pas très grave, non? Bah écoute, oui, écoute, je sais pas si ça va durer bien bien longtemps cette histoire, mais parce que j'aimerais bien quand même qu'on ait un vrai numéro 9, même si le Mm. petit Pellegrini en est un, c'est quand même un petit peu jeune. Donc, mais on verra. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Jovetic semble s'être entraîné normalement ce matin. Alors, Mm. est-ce que ça veut dire qu'il pourra
pourra être titulaire ce week-end, on verra. Ça serait quand même un moindre mal. À noter aussi que Benacer en soins et certainement Adama Traoré. Ils le mettent même plus dans le communiqué médical, mais bon, ça, je pense que y a pas de raison qu'il y soit plus. Hein. Ça fait que moi qu'il y est, donc je vois pas pourquoi du jour au lendemain il serait plus. Donc une infirmerie voilà qui se désemplit et du coup d'où ma question Boris maintenant qui va suivre habituel quelle est pour toi l'équipe que va aligner Jardim ce samedi à 17h? Moi, je m'attends. Alors, quand j'ai réfléchi la première fois, je me suis dit que je m'attendais à quasiment la même que contre Dijon. Mais j'ai quand même un petit doute dans le sens où nous, on n'est pas forcément des fans du 4-2-3-1 et Jardim, mine de rien, à la mi-temps de Dijon, il change ce 4-2-3-1 pour passer sur un 4-4-2. Donc, est-ce que lui aussi s'est rendu compte que ça convenait pas, que c'était pas le meilleur système? C'est dur à dire. Mine de rien, voilà, sans plus pour l'instant d'informations. Si je devais miser une pièce, je miserais bien encore sur ce fameux 4-2-3-1. On est à l'extérieur. Il faut être solide, hein, comme dirait Jardim. Et je vois bien quelque chose du coup d'assez similaire, avec peut-être, ça va être peut-être sur les postes offensifs. Est-ce que Lopez ou Jovetic éventuellement peuvent revenir dans le 11 à la place peut-être de Diakabi ou de Keita Baldé? Ce serait mes hésitations, mais sinon je pense que défense milieu ça va pas trop bouger. D'accord, ouais, donc tu vois une nouvelle fois ce milieu à 3 qui est loin de faire unanimité avec Moutinho Ouais, du un coup petit en doute parce pointe. que voilà, mine de rien, Jardim l'a changé à la mi-temps, il en était pas Oui, satisfait contre Dijon, mais bon, ça sera pas le même match, donc bah, moi je serais pas étonné qu'il nous le resserve. à la limite, même si bon, voilà, je suis comme toi, moi je suis défenseur du 4-4-2. Maintenant c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas Falcao, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, quitte à faire un 4-2-3-1, j'aimerais bien qu'ils mettent plutôt Tielemans en numéro 10 Moi j'aimerais bien qu'il mette pour plutôt Lemar. pour le mettre dans les meilleures dispositions. Ah ouais, il y a aussi cette non, moi Lemar pour moi, c'est obligatoire de le mettre sur le côté gauche, mais pas plus libre. Au final, il est plus libre et il peut rentrer à l'intérieur. Je pense que bah bon après c'est une Oh, t'es libre année. aussi dans l'axe, hein. Oui, non, mais c'est sûr, mais le fait de d'arriver du côté, repiquer dans l'axe, c'est quand même différent. Moi, je le trouve pas très bon à ce poste vraiment de pur numéro 10. C'est vraiment pas l'endroit où il me plaît le plus. Et pour le coup, Moutinho, beaucoup plus à Moutinho, c'est l'aise. pas non plus le poste où il me plaît le plus, moi. Voilà, il est beaucoup plus à l'aise, plus reculé. Tielemans, même Tillmans, je suis si pas convaincu non plus. non, malgré tout, c'est le poste qu'il occupait à Anderlecht. Donc, je pense que si on doit vraiment faire un petit choix entre ces trois joueurs-là, moi, voilà, ça serait plutôt ça, et avec Jovetic en pointe, Baldé à droite et Lemar à gauche. Pour moi, c'est mon équipe du 4-2-3-1 actuel, évidemment. Ouais, moi j'aimerais bien Jovetic et du coup je ferais sauter Tillmans et pour mettre Moutinho en 8, Lemar en 10 et du coup sur les ailes Baldé et à voir entre Lopez et Diakabi. C'est vrai que Diakabi a pas été très bon au dernier match, donc on peut faire tourner éventuellement à ce poste-là. Tout à fait. Pour conclure, Boris, l'arbitre de la rencontre Ce sera Bastien Millot. sera Bastien Millot. Voilà. Voilà. Maintenant, on va vous laisser donc avec l'interview de Damien, du journaliste à RMC Sport, Wilfried Templier. D'ici là, le prochain rendez-vous, pardon, sera donc ce débrief de cette rencontre face à Toulouse. D'ici là, portez-vous bien. Dage Munego. Dans le cadre de notre émission, nous allons maintenant accueillir notre invité, Wilfried Templier, qui est journaliste sur RMC, donc radio, anciennement Radio Monte-Carlo pour ceux qui ont connu, et qui a quand même bercé beaucoup d'auditeurs par sa voix lors de commentaires de match. Salut Wilfried. Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos quelques questions. Donc, des questions qui vont concerner principalement le TFC. Toulouse qui, aujourd'hui, pointe à la 16e place au classement de la Ligue 1 avec 27 points. Je pense qu'on peut dire, je pense sans prendre trop de risques, que c'est clairement pas là où voulaient se retrouver, ou penser même se retrouver les Toulousains cette saison. Non, parce que quand Pascal Duprat était encore là, il avait réclamé un certain recrutement qu'il avait quand même obtenu, parce qu'il y a des joueurs à la fois d'expérience, si on peut dire, sur le papier de talent, qui ont rejoint le Toulouse Football Club l'été dernier, ou voilà, dans début, fin de mercato, que ce soit Gradel, Imboula, Cahuzac, des joueurs quand même rodés à la Ligue 1 et qui venaient renforcer des secteurs un peu déficitaires des derniers mois. Donc c'est vrai que le club, et peut-être Pascal Duprat, visait plus certainement la première partie de tableau que de jouer à nouveau le maintien. C'était pas affiché parce que à Toulouse, on suit ce que dit le président Sadran. Le président Sadran, alors on ne dit pas souvent grand-chose, mais ne va jamais fanfaronner sur le fait de viser une place dans cette Ligue 1. Mais secrètement, ils espéraient certainement autre chose que de jouer le maintien et cette 16e place aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Pascal Duprat, qui donc, vous l'avez dit, s'est fait remplacer ensuite par Michael Debève. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette saison avec Duprat ? C'est difficile à dire. Est-ce que le discours de Duprat s'est un peu érodé au fil des mois ? Alors, c'est vrai qu'il l'a souvent dit, à sa décharge, Toulouse a eu un peu les poteaux sortants ou les pénaltys non sifflés. On ne peut pas réduire le bilan à ça, mais c'est vrai que parfois Toulouse n'a pas eu de chance. Et il y a eu des faits aussi d'arbitrage qui n'ont pas été toujours de leur côté, mais derrière, voilà, est-ce que son discours s'est érodé ? En tout cas, est-ce que des joueurs prêtés avec pas mal d'expérience, comme ceux que je viens de citer, ont eu un moment, ont trouvé les limites du discours du Duprat, peut-être, parce que déjà la saison dernière avait été difficile, 13e place et un jeu vraiment un peu en souffrance. Et c'est vrai que Duprat, qui a fait une opération incroyable avec la remontada, il y a presque maintenant 2 ans, alors qu'ils avaient 10 points de retard, c'est tirer le meilleur des joueurs, mais peut-être que sur la longueur, la question qu'on peut se poser, peut-être que cet homme de parole, du discours, c'est un peu essoufflé. C'est possible. Bon, les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche, parce que vu leur pédigré, certains étaient vraiment très loin de leur CV. Donc quelqu'un comme Andy Delors, par exemple, qui était assez attendu, j'imagine. Il y a qu'à regarder ses stats, Andy Delors. Je crois que c'est 5 buts l'année dernière sur la moitié de saison. Cette année, Andy Delors, il a même perdu là après le départ de Duprat, il a perdu sa place dans le 11 de départ. On va voir ce week-end s'il revient, mais il n'a marqué que 4 buts en Ligue 1 cette saison. Donc on attend. On en a parlé de successeur de Gignac à Toulouse, il en est très très loin. Et oui, voilà, Delors est à l'image des difficultés de Toulouse, avec sur le papier quelque chose de pas mal, mais sur le résultat, on attend encore. Il y a un joueur qui en ce moment est plutôt bien parce qu'il a pas mal marqué récemment depuis fin 2017 et il enchaîne un petit peu en 2018. C'est Max-Alain Gradel qui en plus a mis un très beau but contre Nice il y a pas longtemps. C'est lui un peu l'homme en forme du côté du TFC. C'est pas que c'est l'homme en forme, c'est le meilleur joueur de Toulouse depuis plusieurs semaines. Alors oui, c'est l'homme en forme, bien sûr, on peut le dire comme ça, mais c'est le meilleur buteur en Ligue 1, c'est du club, c'est le meilleur dribbleur, c'est l'option offensive qui est la plus dangereuse pour les adversaires. Et oui, c'est par lui qu'un début de renouveau peut arriver. Pas que.
On pourra peut-être en parler, mais Max-Alain Gradel est l'arme numéro 1 du TFC ces dernières semaines. Au niveau pour ressaisir un peu cette équipe en perdition, Toulouse va un peu mieux quand même avec la reprise en main de Bev. Mais sur quoi ça reste fragile quand même. Ça reste fragile, ouais. Mais sur quoi il a dû axer un petit peu son discours ou sa méthode pour essayer de remonter la pente? Je pense qu'il a tenté de redonner confiance aux joueurs. Avec un discours positif. Et ensuite, vu ce que les joueurs nous disent, il a essayé de simplifier des choses au niveau du jeu. D'aller au plus rapide, au plus efficace. Il a un peu, et c'est ce qui se passe quand il y a un changement d'entraîneur, redistribué les cartes. À savoir que des joueurs installés sous Duprat, sans trop de concurrence, ont dû se remettre en question. Il y en a un par ligne. On peut parler de Christopher Julien en défense centrale, qui dernièrement a laissé sa place à Kelvin Amian, qui est passé de latéral à défenseur central. Ensuite, au milieu de terrain, il y a eu le retour de Yannick Cahuzac, qui avait très peu joué. C'était étonnant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il joue tous les matchs, mais il avait très très peu joué sous Pascal Duprat. Et devant, Delors a perdu sa place au profit de Yaya Sanogo. Donc ça peut encore bouger, mais il a redistribué les cartes et voilà, essayer de redonner confiance, un jeu plus simple, un autre système de jeu avec un 4-3-3 avec une pointe basse dans le milieu de terrain. Et voilà, avec ensuite la chance pour tout le monde. Ouais, tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que ça reste encore fragile. Depuis la reprise, je crois, en 2018, Toulouse a inscrit 8 points, il me semble. Alors, c'est pas pire que certaines équipes, mais c'est vrai que par rapport à, on pense notamment à une équipe comme Saint-Étienne ou une équipe comme Bordeaux, voilà, qui effectivement sont des équipes qui ont connu un changement d'entraîneur récemment, ont fait mieux. On fait mieux et Toulouse est un petit peu en deçà de ces équipes-là. Il y a Lille qui est encore un peu aussi en dessous, qui eux décidément, voilà, ils ne s'en sortent pas vraiment. Mais c'est vrai que on voit janvier, février. Alors février c'est un mois compliqué parce qu'il y a Nice, même s'ils s'en sont bien sortis, mais c'est Paris, c'est Monaco. Et quand on voit en plus le mois de janvier, c'est pas simple pour l'instant Toulouse. C'est pas simple et c'est pas fini parce que c'est un peu les montagnes russes pour Toulouse. Allez, si on prend sur la fin janvier avec la première victoire Michael Debev sous Michael Debev face à 3, derrière Toulouse a été joué à Nice, donc un concurrent direct d'abord pour le maintien, un club plus huppé, bon ils s'en sont bien sortis. Derrière ils reçoivent le PSG, ils vont à Amiens, ils ne font que 0-0, ils auraient dû l'emporter. On est toujours dans ces sauts de classement concernant les adversaires. Et tu penses cette équipe-là a le caractère, la force en elle pour arracher le maintien? Je pense que oui, mais j'en ai pas la certitude. Parce que voilà, tout reste fragile, l'effet de match, un but en fin de rencontre encaissé, et voilà, le bilan il passe du tout au tout, et tout est fragile. Moi, le match charnière pour Toulouse qui a presque relancé l'OGC Nice, c'est le match face à ces Niçois. Alors je sais pas si c'était fin décembre ou mois de décembre, quoi, où Toulouse mène 1-0 face à Nice et a un penalty. Et là les Niçois, c'est Durmaz, je crois, qui loupe le penalty. À 2-0, c'est fini, le match est fini, quoi. Et ils loupent le penalty, derrière les Niçois font un signe de rage et vont mettre 2 buts aux Toulousains et prennent les 3 points au stadium. Donc avec l'exemple de ce match, tout peut basculer sur peu de choses. Maintenant, il y a du talent dans cette équipe. La jeunesse avec Lafont dans les buts, avec Diop en défense centrale qui est un rock, avec ceux qu'on a cités, avec Gradel, avec Imboula, il y a du talent, il y a de l'expérience. Avec si on rajoute Cahuzac, mais des individualités font pas un collectif. Donc je pense qu'il y a les capacités, il y a le potentiel, mais il va falloir une grande solidarité pour
et un grand collectif pour se maintenir. Vous m'avez dit Imbula, c'est vrai que j'ai pensé à Daniel Riolo qui aime bien parler du crack Imbula. C'était un peu sa marotte à une époque. Non, ça faut fait pas parler toujours du crack Imbula, mais il a quand même un poil de talent normalement. Bon, après il est pas à la hauteur, hein, y compris cette saison, même ces dernières semaines, il est pas à la hauteur du talent qu'on lui a connu, notamment la saison à Marseille. Il a pas confirmé derrière, mais vaut mieux avoir des joueurs comme ça ou qui peuvent débloquer les situations. Mais bon, il n'y a pas que lui. Oui, on parle d'Imboula, mais voilà, les Gradel, Sanogo, Delors, Durmaz, Corentin Jean. Normalement, il y a quelque chose, quoi. C'est pas l'encéphalogramme plat. Il peut se passer des choses. Et même derrière, Amiens, c'est un très grand espoir du football français en latéral. Même Julien aussi. Même Julien aussi. Hein. Et même Christopher Julien, mais qui est remis un peu en cause. Et même Alban Lafont. Dont on a fait une interview, je me fais un coup de pub cette semaine. Mais il y a quelque chose dans cette équipe, il y a des profils quand même. Voilà, maintenant c'est la guerre, le maintien. Sauf que certains, ça fait sur ces 4 dernières saisons, le TFC l'a joué 3 fois le maintien, dont surtout il y a 2 ans, avec le couteau entre les dents, ces 10 derniers matchs qu'ils ont été cherchés. Donc ils connaissent. Donc c'est peut-être pas la même chose pour les jeunes Lillois, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais, qui en plus est important dans l'expérience. Ouais, il y a peut-être aussi en plus des joueurs qui se connaissent mieux du côté de Toulouse, avec un effectif qui a aussi été moins chamboulé certainement à l'intersaison qu'à Lille. Ouais. Ça peut jouer effectivement dans la cohésion. Voilà, il y a des clubs qui apparaissent plus fragiles. Angers, Amiens, Troyes. Bon, Lille, avec tout ce qui s'est passé, Lille, c'est une saison de descente. Avec tout ce qui s'est passé. Tous les événements, ça ressemble à une saison noire. Donc Toulouse est a priori c'est le profil de Toulouse un peu différent quand même. Qu'est-ce qu'on peut ça fait pas un maintien, c'est pas parce que je dis ça que oui, c'est sûr. Mais ça peut jouer en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la rencontre face à Monaco? En tout cas, qu'est-ce que pourrait proposer Toulouse? On se rappelle au match aller, ils avaient perdu 3-2 à Louis II, mais après avoir quand même mené 2 fois au score, donc ils avaient quand même livré une prestation plus qu'encourageante. Eh ben, ça dépend. Moi, je pense que Toulouse n'a pas assez osé face au Paris Saint-Germain, même s'il n'y avait pas photo. Il n'y a qu'un petit but d'écart à la fin, pour Paris, mais Paris a eu la main mise sur le match, sur la possession de balle, et ça dépendra de la façon d'oser de cette équipe, quoi. Qu'elle soit pas timide, parce que si elle laisse le ballon à Monaco, cette équipe elle est morte. Est-ce qu'elle s'attend à subir? Monaco est le grand favori de ce match. Oui, mais est-ce qu'elle s'attend à subir, parce que Monaco n'est pas non plus friand des fois de prendre le ballon et de le garder ou de faire tourner. Ils peuvent le faire, mais comme c'est une équipe qui aime bien aussi procéder en contre, en transition, peut-être que Toulouse va sentir la confiance un peu en essayant d'avoir un peu plus le ballon, ou ça me semble un peu exclu ce genre de tactique là. Non, c'est pas exclu. Maintenant, je sais pas. C'est une vraie question. Il n'y a pas de vrai fil conducteur dans les dernières rencontres du TFC. Faut pas se leurrer que les victoires face à Troyes à domicile et à Nice ont eu un caractère chanceux. À Nice, ils sont très bien payés de repartir avec le 1-0. À 3, souvenez-vous, face à 3 au stadium, il y a un défenseur central troyen qui est expulsé d'entrée. Carton rouge et but chanceux derrière, c'est Sanogo qui contre un dégagement, mais ça va pas plus loin que ça. Donc parler d'effet de Bève ou de renouveau toulousain, voilà, ça tient à un fil. Donc se dire que Toulouse va avoir la possession de balle, c'est une possibilité, mais il y a rien de sûr. Est-ce qu'ils vont pas attendre regroupés, bien compacts, comme ils ont voulu le faire contre Paris, contre Paris, c'est laisser le ballon à Monaco, c'est une possibilité aussi. Maintenant, il faudra être un peu moins timide, parce que des nuls à domicile ne feront pas un maintien. Donc c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse. Juste pour terminer, une petite nouvelle d'un de nos anciens, qui est pas resté très longtemps du coup, mais c'est Corentin Jean. J'ai l'impression que au plus haut niveau là, enfin en tout cas au niveau de l'élite en Ligue 1, il a un peu de mal à s'affirmer véritablement. Il a pas l'air très en réussite cette saison et même avant.
Bah oui, parce qu'il n'a pas marqué de but. Voilà. Il a une passe décisive, 0 but, Corentin Jean. Et pourtant, il a pas mal joué quand même. 25 matchs, 15 fois titulaire. Franchement, il souffre d'un grand manque de réalisme. Ouais. Ça lui est arrivé plusieurs fois. Bah, j'ai en tête 2-3 face à face avec le gardien, notamment face à Bordeaux à domicile en début de saison, des moments importants où il n'a pas su mettre la balle au fond. Et pourtant, il se donne. C'est Corentin Jean, il est assez exemplaire dans l'engagement, dans le don de soi, mais sa saison, elle est un peu noire quand même, parce qu'on attend plus d'efficacité offensive, même si c'est pas un avant-centre. À un moment, il doit marquer des buts et là, avec la concurrence, avec Durmaz, il a eu de la chance, il y a eu pas mal de blessés, mais il est quand même en danger. Mais il joue beaucoup quand même, donc. Mais il a intérêt à s'avérer plus efficace pour lui, pour le club, parce que pour l'instant c'est carrément insuffisant. Alors sa venue avait. Il avait une belle cote avec Dupraz quand même, ouais. Dupraz l'appréciait pas mal, effectivement. Ouais, je vais vous raconter une anecdote. Lors de la remontada, il était à 3, il était prêté, je crois, par Monaco à 3. Oui. C'est ça? Oui, on venait de l'acheter. On venait de l'acheter, on l'avait reprêté dans la foulée. Ouais, je crois que c'est l'avant-dernier match avant le déplacement à Angers, ou à 2-3 matchs de la fin, où Toulouse gagne 1-0 sur un but de Trero à 12 minutes de la fin, dans un stadium qui était plein, c'était tendu, tout. Et Corentin Jean avait fait un super match. Et c'était Mobilette sur son côté droit, et il avait mis le feu à la défense toulousaine. Et à un moment, je me rappelle qu'il se replaçait, Pascal Dupraz lui avait parlé. Et je lui avais demandé à Pascal Dupraz dans la semaine suivante, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit à Corentin Jean? Et je lui avais dit, mais arrête de faire tant d'efforts, ça se trouve, la saison prochaine, tu vas voir le maillot toulousain. Pendant le match. Et bon, ça s'était pas arrivé, il était arrivé un an. Si, il a été prêté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prêté et ensuite acheté. Bon, ça s'était avéré vrai. Il avait osé lui dire ça pendant le match pour le déstabiliser un peu. Et oui, il était vraiment désiré. Et voilà, mais il confirme pas tous les espoirs placés en lui. Des statistiques comme ça, c'est insuffisant. Ouais. On peut pas dire le contraire. C'est sûr. Bon, en tout cas, et pour nos éditeurs, on pourra mentionner que il y a 2 anciens également dans le staff, David Bariac et notamment le bien nommé André Biancarelli, qui a été très longtemps. Oui, l'entraîneur des gardiens. Voilà, notre entraîneur des gardiens et qui était très longtemps le 3e gardien, qui était déjà là. Il était déjà là en 2004 avec l'épopée Ligue des Champions, etc. Il était déjà un sacré caractère. Un bon mec. Dédé, comme il l'appelle. C'est ça, ouais. Bah écoute, merci Wilfried pour le temps que tu nous as consacré, que tu nous as accordé. Voilà, merci encore et bon match à toi. Tu vas le commenter, j'imagine. Ouais, on peut se retrouver sur RMC si vous pouvez. J'imagine que vous allez regarder ça aussi à la télé, ou pour ceux qui ne se déplacent pas, vous pouvez mettre la télé, le son de RMC. Voilà, c'est ce qu'on aime bien faire. Ouais, parce que des fois, souvent, c'est. Oh non, on ne dira rien sur les copains. non, je ne dis rien sur mes confrères. Voilà. Merci Wilfried en tout cas et bon match à toi et bonne chance pour la suite. Allez, à bientôt. Et bisous.